Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Café des Hommes, troisième émission. Aujourd'hui, je suis toujours en compagnie de Ralph, de la chaîne YouTube Ralph, de Bonsoir. Martial, du site Néo-Masculin, et je suis en compagnie d'Alain, Alain Charles, qui nous rejoint du site et blog Impératif, dont on va peut-être parler un petit peu. Alain, est-ce que Bonsoir. tu veux te présenter rapidement? Bonsoir. Alors donc je suis Alain. J'ai créé le blog Impératif pour deux choses. Pour proposer des ressources aux hommes, des ressources de développement personnel dans le but d'accroître leur potentiel psychologique, physique et social. Donc ça c'est la première utilité du site et la seconde c'est de participer au débat sur le genre, qui sont actuellement très tendance, avec trois axes qui guident un petit peu les différents textes du site. Clarifier ce qu'est un homme aujourd'hui, militer pour le retour de la virilité dans l'action quotidienne, personnelle et sociale, et lutter contre le totalitarisme qui vient. Alors moi ce que j'appelle le féminotarisme. Le féminotarisme, qu'est-ce que c'est? C'est la deuxième mouture du féminisme, c'est-à-dire que dans les années 50, 60, 70, nous avions un féminisme qui était là pour revendiquer des droits qui pouvaient sembler légitimes, comme le droit de vote pour les femmes, la contraception. Et là, on est sur une deuxième version qui ne vise pas à, entre guillemets, libérer la femme, mais plutôt à emmurer l'homme, ou en tout cas lui dicter une conduite à la fois dans la vie privée et dans la vie collective. Et ça, typiquement, ça s'appelle du totalitarisme. C'est-à-dire que quand on influe à la fois sur la vie privée, la vie intime et la vie sociale des gens, quand on influe sur tous les aspects de leur vie, ça s'appelle du totalitarisme. Donc j'ai appelé ça du féminotarisme. Alors c'est pas un très joli néologisme, mais au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Merci beaucoup pour l'introduction. Pour revenir, Ouais, vas-y. voilà, et pour revenir sur l'aspect développement personnel et social, alors moi j'en ai pas du tout la même lecture que tous les organes officiels ou américains du développement personnel. Pour moi, il s'agit avant tout d'accroître le potentiel de chacun. L'objectif final n'étant pas de créer un homme supérieur ou un homme dit alpha, mais plutôt ce que j'appelle un homme souverain, c'est-à-dire qui règne sur sa vie, voilà, et sur sa famille et sur son clan, sur son réseau. C'est bien de préciser que c'est pas la définition du développement personnel à l'américaine, un peu con-con. Exactement, tout à fait. Anthony Robbins et toute Et ultra positiviste, voilà. et toute la merde, ouais. Voilà. Et tu es aussi là parce que tu as participé activement aux 3 derniers actes des Gilets jaunes sur Paris. Tout à fait. Alors, j'ai considéré que le mouvement des Gilets jaunes était un peu quelque chose d'inattendu, un peu comme tout le monde. C'est une explosion populaire, donc c'est intéressant. Ça permet de déverrouiller une situation politique qu'il le semblait, puisque Macron est élu pour 5 ans, l'Assemblée nationale est élue pour 5 ans. En face, finalement, on a beaucoup de gens qui aboient, mais qui sont assez inefficaces, ou qui sont vraiment rentrés dans le système. Et donc l'irruption, ou l'éruption comme on veut, des Gilets jaunes dans la vie politique est intéressante parce que c'est une nouvelle donne qui peut ressembler au mouvement 5 étoiles en Italie et en tout cas permettre d'ouvrir des portes et poser de vraies questions et puis surtout faire revenir le réel et le viril en politique, parce que là on est sur une explosion populaire, on a des gens qui ont des vrais problèmes et qui arborent un symbole qui est celui du gilet jaune, et le gilet jaune, quelque part, c'est un petit peu le gilet des gens qui travaillent dans la vraie vie, sur des vraies routes, qui sont pas sur des studios télé ou des salons féminins où l'on cause du genre. Donc on est sur on est sur le retour du réel et du viril, voilà. Et le gilet jaune, c'est aussi le gilet que nous a imposé l'Union européenne, qui fait partie de ces nombreuses réglementations qui nous font dépenser de l'argent, qui nous font chier. Et donc, on en a tous un, parce qu'on a été obligé d'en Voilà. avoir un, et je trouve ça, ouais, je trouve ça intéressant.
C'est assez cocasse qu'un équipement qui nous est imposé soit finalement retourné contre ceux qui nous l'ont imposé. Et en France, mais également en Europe, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, ouais. Ils ont tout le monde a ce machin-là. Puisque le mouvement commence à faire éclosion en Belgique et puis en Allemagne. Ah ouais, ce gilet jaune, hein, c'est typiquement des lobbies qui travaillent au sein de l'Union européenne, qui imposent une réglementation. D'un seul coup, il faut sortir des millions de gilets, et les mecs ont déjà tout préparé en amont et se font des fortunes colossales. Je crois que c'est Bolloré, hein, qui s'était mis sur le marché des gilets jaunes. Donc, avoir repris ça, moi je trouve ça très drôle et très intelligent. Ouais. Très intelligent, le génie populaire. Tout à fait. Est-ce que l'un de vous deux veut faire un petit rappel des faits, peut-être avant qu'on aille plus avant dans l'analyse ? Un petit rappel des faits. Tout a commencé... Rapide, hein, parce que il s'est passé beaucoup de choses, mais les grandes lignes, quoi. Les grandes lignes, c'est que au mois de novembre, il y a commencé à avoir des appels sur les réseaux sociaux pour protester contre la hausse des taxes sur l'essence. On ne savait pas trop ce que ça allait donner, on en parlait... c'était la première émission, on savait pas du tout où ce mouvement allait, et ça a eu un très très grand succès populaire. Il y a eu des rassemblements partout en France, et ça a eu tellement de succès que très vite ils ont voulu remettre ça, mais avec la dimension cette fois d'aller sur Paris, d'aller sur les Champs-Élysées, près des institutions, et ça c'était le 24 novembre, et là ça a commencé à prendre une toute autre dimension, une dimension presque insurrectionnelle, une colère populaire. Il y a une colère populaire qui s'est réveillée. Et donc, dans la lancée, on a fait un troisième acte, qui était le 2 décembre, si je ne m'abuse. Et où alors, le 1er décembre, et là, messieurs, on a vu des images, moi, qui m'ont fait... je vous le dis franchement, hein, qui m'ont fait rêver, hein, ça m'a redonné ma fierté d'être français. On a vu la police en déroute, des scènes de guerre sur les Champs-Élysées, enfin j'ai adoré ça. Mais l'aspect négatif, c'est que à partir du 2 décembre, il y a eu, on va sûrement en reparler, un début de tentative d'OPA de l'extrême gauche sur le mouvement, alors que c'est pas du tout un mouvement d'extrême gauche au départ. Et donc, quatrième acte, hier, le 8 décembre, où là, le pouvoir a sorti toute la cavalerie, quoi, mais même au sens propre, hein, puisqu'il y avait aussi la cavalerie. Il y avait de la cavalerie, il y avait des chiens, il y avait des tanks. Les blindés, donc ils ont réussi à... D'après ce que j'ai vu, parce que j'étais pas sur Paris ce week-end, d'après ce que j'ai vu à la télé, ils ont réussi à contenir beaucoup mieux les manifestants qu'ils ne l'avaient fait le 2 décembre. Et voilà, dimanche, le jour où on enregistre, normalement Macron doit faire une allocution télévisée demain pour proposer des choses. Donc nous, on n'a aucune idée de ce qui va être proposé, mais je pense que ça va être de la grosse merde de toute façon. Probablement pas sa démission en tout cas. Probablement pas sa démission, peut-être un truc institutionnel. De toute façon, s'il fait une dissolution, il perd l'Assemblée, je pense. Donc je sais vraiment pas ce qu'il va proposer. Donc voilà où nous en sommes. Très bien. Bon, très bien. Personnellement, j'ai écrit une petite chronique qui peut peut-être servir d'introduction au sujet pour qu'on commence à discuter, parce que j'ai entendu beaucoup de gens essayer de faire un rapprochement entre mai 68 et le mouvement des Gilets jaunes, et je trouve que ce rapprochement est absolument fumeux. Voilà, donc j'ai écrit une chronique sur le sujet que je vais vous lire. On a cru l'encéphalogramme plat, la France morte et enterrée, condamnée à un interminable coma, à un abattement sans fin, où les vieux maugraient en disant que le temps d'avant c'était mieux, que les jeunes se partagent entre la résignation d'avoir une vie de merde dans un monde de merde et les folies idéologiques épisodiques, multiculturalisme concon, start-up nation hyper communicante ou d'autres variantes plus ou moins stériles d'un projet de société absurde, cosmétique, en décalage profond avec les besoins réels. Et puis non, et puis on n'y croyait plus, et puis je n'y croyais plus, mais c'est arrivé quand même, à la française, sans faire exprès, sans le voir venir, presque sur un malentendu. Tout à coup, inespéré, le peuple qui se lève et qui renverse la table, qui va botter le cul aux fripouilles qui croient le régenter et qui rappelle au monde que le génie français n'est pas mort, qu'il a passé les générations, qu'il attendait juste de pouvoir s'exprimer à la française en vous explosant à la gueule. Oui, mes amis, ça m'a rendu heureux de voir que la France n'avait pas tout perdu.
et que dans l'océan des misères du monde, il restait un pays pour se dresser et dire qu'on en avait marre, qu'on méritait mieux, que la vie, elle pouvait, elle devait être belle. Les journalistes qui, pas plus que les politiciens, ont compris quelque chose à l'affaire, se sont étonnés du débordement et ont tout fait de comparer la fronde à mai 68. Et le but de cette chronique est de vous convaincre que les Gilets jaunes sont l'antithèse complète de mai 68. Mai 68 a ouvert une porte terrible qui a détruit la France. Mai 68 a mis au centre du débat le sociétal, l'anecdotique, le secondaire, le confort. Mai 68, c'était la manif d'étudiants jouisseurs, des boomers hippies qui voulaient qu'on parle de baise, de fumette et de sodomie. Pendant 50 ans, on a occupé le peuple avec des pseudo-débats. Avortement, mariage pour tous, PMA, cannabis, GPA. Pas que ces questions ne soient pas importantes, juste qu'elles ont masqué souvent des questions de fond, le niveau de vie, les taxes, les institutions démocratiques. En particulier, elles ont masqué l'inefficacité de l'État, qui, malgré des impôts de plus en plus élevés, fournit à la population de moins en moins de services. Pire, l'État français est parmi les plus mauvais élèves en ce qui concerne l'efficacité et le rapport qualité-prix de ses services publics. L'État français est un mastodonte, un poids considérable sur la vie des petits gens et sur sa propre économie. C'est une charge pour les travailleurs, un parasite de luxe que l'on ne peut plus se permettre de payer. Et dans cette légitime sinistrose, la solution de transférer le pouvoir à l'Union européenne prônée par les poudrés n'est qu'une solution en trompe-l'œil. Parce que l'État français est de plus en plus pléthorique avec tous ses petits niveaux, communal, départemental, régional, étatique et maintenant Parlement européen. Transférer à d'autres un problème qu'on ne sait pas gérer nous-mêmes quand ils ne connaissent pas la France, c'est être certain d'ajouter de la crise à la crise. Les Gilets jaunes referment ainsi la porte du sociétal. Brutalement, ils forcent l'État à revenir à son rôle réel, qui n'est pas de se pencher sur la contraception de la mère Michu, mais sur le social. Ils forcent l'État à redonner aux hommes et aux femmes de ce pays ce qu'ils croyaient avoir perdu, un niveau de vie, un avenir, et donc de l'espoir. Je ne sais pas ce qu'il arrivera aux Gilets jaunes, mais ce mouvement fera date, et pour moi, il m'aura fait rêver. Voilà, de quoi lancer le débat. Ouais, et l'idée qui me plaît, c'est que moi aussi, hein, je croyais le peuple de France complètement apathique et foutu après l'élection de Macron. Et en fait, non. En fait, il était toujours là. Il était en sommeil et il nous a montré qu'il existait de la plus belle des manières. Et je valide ta thèse, comme quoi, en effet, c'est l'anti-mai 68. Je suis tout à fait d'accord. Ça n'a rien à voir avec 68. Si ça a à voir avec quelque chose d'antérieur, je dirais 1871. Avec les risques qui vont avec. Parce que 1871, donc pour ceux qui ne situent pas, c'est la Commune. Hein. C'est-à-dire une insurrection populaire pour expliquer que l'État corrompu, on en a marre. Et qu'on en a marre de se faire marcher sur la gueule par des pourris qui nous trahissent en permanence. C'est ça. C'est ça la Commune de Paris. Et j'ai pas mal lu dessus ces derniers jours. Et effectivement, les parallèles sont nombreux. Et ce qui augmente d'autant les craintes quant à la suite. Parce que, d'abord, il y a une vraie question sociale et populaire. Et là, je vais vous lire un texte qui est un texte de Vautrin, extrait du Cri du Peuple, qui est un roman sur 1871. C'est le monologue de Grondin. Je vous le lis. Ce n'est point à coup de bâton, ni à force d'indifférence que l'on chasse les indigents de toute société humaine. Au contraire, à force de se servir du balai pour les humilier davantage, ou de la trique pour les expédier au loin, nos préfets de police les ont voués à une épouvantable misère. Ils ont fabriqué aux portes de la ville des ateliers de rancune. Sommes-nous donc aveugles? Faut-il attendre que les pauvres soient si pauvres qu'il ne leur reste que la révolte? Un jour, les hardes qui pendent au clou deviennent immanquablement l'étendard de la haine. Nos dirigeants ont bien trop oublié que ceux qui sentent mauvais valent bien ceux qui se parfument. Et peu importe si à la fin, l'ivrognerie, la déchéance et la brutalité sont au rendez-vous de la foule, tous ceux qui ont tenu le balai, tous ceux qui ont battu les indigents et relégué les penaillés de la misère méritent la mort. Voilà. Je pense que on n'est peut-être pas encore tout à fait là-dedans, mais on s'en rapproche. On n'est pas encore tout à fait là-dedans parce que finalement les Français sont encore très très gentils. Je trouve que les Gilets jaunes sont vachement sympas. Ils chantent encore la Marseillaise, hein. Ils la chantent encore.
Mais j'ai l'impression que notre gouvernement fait tout pour que la prochaine fois, ce soit les camelots du roi, quoi. Et qu'ils appellent à en finir avec la gueuse et ses macros. Et si c'est le cas, non seulement il ne faudra pas s'en étonner, mais ce sera bien fait. Et l'autre parallèle que je vois... Ouais, je termine rapido sur ce point-là. L'autre parallèle que je vois, c'est un parallèle entre Macron et Thiers. C'est qu'ils ont un point en commun, c'est que c'est des centristes. Et aujourd'hui, on est gouverné par des centristes, et on se trompe souvent sur ces gens-là. On croit souvent qu'un centriste, c'est un pointreau d'info, c'est un modéré, c'est quelqu'un qui ne va ni dans les errements de la gauche, ni dans les erreurs de la droite, et c'est faux. Un centriste, c'est pas un modéré. Un centriste, c'est la pire race d'ordure qui soit. C'est quelqu'un qui n'a ni la morale chrétienne de la vraie droite, ni le souci du peuple de la gauche. Sous la Troisième République, les centristes, on les appelait les radis. Moitié rose, moitié blanc, mais jamais loin de l'assiette à beurre. Le centre, en France, c'est Laval. C'est Flandin, c'est Thiers, c'est le cynisme allié à la corruption, c'est le parti de la banque et des affaires, des copains et des complices. C'est les charniers de la commune pour servir exclusivement l'ambition personnelle d'un chef de l'exécutif, Thiers, qui a été prêt à sacrifier l'Alsace et la Lorraine plutôt que de risquer que le pouvoir lui échappe au bénéfice de Gambetta parce que Gambetta voulait se battre. C'est ça le centre. C'est le parti de l'ordure la plus infecte. Comme le rappelle Aragon dans La Rose et le Réséda, face à un péril commun, la vraie gauche et la vraie droite française peuvent s'unir parce que fondamentalement, elles ont en commun l'amour de la France. Mais dans cette union, il n'y a pas de place pour le centre. Parce que le centre n'a pas de patrie, il n'a que l'argent. Voilà. Voilà en quoi je trouve qu'il y a un grand nombre de points communs entre notre situation et 1871. Et pour mémoire, 1871, ça finit avec l'armée qui massacre la foule. Voilà, moi, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne vois pas de solution de sortie de crise. Parce que il n'y a aucun parti politique qui peut proposer une solution, puisqu'ils sont tous sur la même ligne, ils sont tous exactement pareils. Je ne vois pas non plus de réforme institutionnelle ou d'utiliser un gadget que nous offre la Ve République qui pourrait satisfaire la foule. Donc là, on est et le mouvement des Gilets jaunes, il a montré qu'il existait. Il y a un potentiel insurrectionnel en France très fort, qui va revenir au printemps, je ne sais pas quand il va revenir, et donc je ne vois pas de sortie de crise. Alain, vas-y. Alors pour revenir sur ta chronique, Moss. La première chose, c'est sur 68. Je ne pense pas que ce qui se passe avec les Gilets jaunes ressemble à mai 68. Par contre, je pense que ça se passe à cause de mai 68. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont fait, en tout cas la génération qui a fait, entre guillemets, mai 68, c'est ceux qu'on appelle désormais les boomers, qui forment la plus grosse partie des votants dans le corps électoral français et qui font que au deuxième tour, ou en tout cas au premier, les centristes soient toujours bien placés, parce que ces gens-là qui avaient 20 ans en 68, maintenant en ont 70, et sont désireux que tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc ces boomers qui voulaient jouir sans entrave en mai 68 ont joui sans entrave. Ils ont contribué à endetter la France sans entrave. Ils ont pollué la planète sans entrave. Ils ont consommé sans entrave. Et aujourd'hui, à travers le vote Macron, ils nous disent bon bah les gars, maintenant il va falloir être raisonnable, parce qu'il faut payer nos retraites. Alors évidemment, le but c'est pas de mettre tout le monde dans le même sac, mais en tout cas de pointer la partie de cette tranche d'âge qu'on pourrait appeler la caste privilégiée, et qui finalement est assez peu représentée dans les Gilets jaunes. Et qui compose quand même la grande partie des propriétaires des centres urbains, voilà. Donc ça c'est la première chose. Donc ces gens-là, quelque part, par le vote blocage qu'ils font à chaque élection, sont indirectement responsables de ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Les boomers sont les fossoyeurs de la France. Nous devons de les haïr. Le boomer profilé tel qu'on le voit, c'est-à-dire jouisseur 68ard à 20 ans et aujourd'hui moraliste pro-migrant,
libérateur de la femme, entre guillemets, en tout cas très, très démago vis-à-vis de la femme, oui, ça, effectivement, c'est l'ennemi quelque part. En tout cas, c'est l'ennemi sociologique, à mon sens. Qu'il crève. Pour reprendre la comparaison avec la Révolution, on y voit quand même aussi beaucoup de 1789. Pourquoi? Parce qu'on a une population qui est quand même, qui va protester d'abord contre les taxes, dans un premier temps. Mais est-ce que les protestations contre les taxes ne sont pas un prétexte pour finalement protester contre tout ce qui ne va pas et contre tous les sujets contre lesquels la morale exige de ne pas protester? On peut parler du problème migratoire, on peut parler d'autres problèmes, ou du fait aussi que la télévision est monopolisée par les questions sur le genre. Moi, bon, alors évidemment, on est tous concernés puisqu'on est réunis sur ces thèmes aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est quand même sur des problématiques quand on ouvre un poste de télévision. Moi, j'en ai plus, hein, même quand on voit des rediffusions sur Internet. Les problèmes qui sont évoqués à la télévision concernent 100 personnes dans le Marais quelque part, et sûrement pas la grande majorité des gens qui vivent dans les centres périurbains, dans les zones rurales. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un ras-le-bol de ces gens-là qui sont anonymisés, invisibilisés, comme on dit avec en mauvais français, et qui protestent effectivement contre la taxe, parce que quelque part protester contre une taxe c'est pas politiquement incorrect, mais qui à travers cette protestation mettent beaucoup de choses derrière, d'où le sentiment d'explosion. Et alors face à eux on a une sorte de caste, alors ça faisait rire un peu Mos Maiorum quand j'employais cette expression, mais qui pourrait ressembler au poudré à cette noblesse de 1789, pour laquelle j'ai aucune sympathie, parce que c'est une noblesse qui est quand même décadente, qui a vécu 200 ans à la cour de Louis XIV et qui a quand même été déracinée par rapport à ses territoires, ou aux territoires qu'il devait gérer, aux fiefs qu'il devait gérer, étant obligé de vivre près du roi, s'endettant auprès des bourgeois pour vivre le grand train auprès du roi. Et donc on a une sorte de caste dévitalisée, décadente, efféminée, autiste, qui est sûre de son bon pouvoir, puisqu'elle a reçu le pouvoir par legs, et voilà, et qui vit un petit peu dans son monde. Et qui est en décalage aussi. En décalage, tout à fait. Donc poudré parce que les seigneurs de 1789 étaient poudrés, et poudré parce que les gens qui passent généralement sur les plateaux télé passent déjà devant la maquilleuse et se poudrent pour passer, voilà. Pour nous endormir. Pour nous endormir, tout à fait. Voilà. Sciences Pipo, la France du Sciences Pipo, la France des diplômés du supérieur. Exactement. Autistes, et pour lesquels les gens du peuple n'ont plus aucun respect, et tant mieux. Oui, c'est sûr, quand on voit passer le genre je ne sais pas si vous avez vu passer cet article, je crois que c'était Aurore Berger, députée de La République En Marche, qui a dit qu'il fallait plus de chats à l'Assemblée nationale. Et on se dit, mais ces gens-là sont complètement en décalage par rapport au vrai problème de la population, quoi. Chats, fessée aussi. Ah oui, la fessée aussi. La fessée, voilà, des thématiques qui intéressent tout le monde. Le marronnier, mais ça fait 20 ans qu'on en parle de l'interdiction de la fessée, tout le monde s'en fout. Et il faut savoir que tous les députés, que ce soit de l'Assemblée nationale, le Sénat, j'en parle même pas, parce que le Sénat, c'est vraiment le repère des poudrés, ce truc ne sert à rien. Mais parlementaire, aujourd'hui, c'est un bullshit job, hein. Ah oui, totalement. Ça nous coûte 500 millions d'euros par an, c'est une institution qui n'existe pas, et d'ailleurs... Par exemple, parce que moi je voulais qu'on parle de l'OPA de l'extrême gauche sur le mouvement, un gars comme Ruffin, on peut avoir de la sympathie pour Ruffin, parce que c'est vrai qu'il a écrit des choses intéressantes, il a fait des choses intéressantes, mais Ruffin, il entretient l'idée que l'opposition politique, elle peut se faire au sein du Parlement. Il joue un vrai opposant politique. Aujourd'hui, il est pas à l'Assemblée nationale, ça n'existe plus, l'Assemblée nationale, le pouvoir est ailleurs. Donc les poudrés, moi j'adore cette expression, et je veux qu'elle soit reprise par tout le monde, qu'on appelle toute cette fausse élite les poudrés. Alors effectivement, sur les expressions, il y a des choses intéressantes. Je fais juste avancer un petit aparté sur Ruffin, je serai moins dur que toi. À mon avis, il est rentré parce qu'il sait que Mélenchon prendra sa retraite dans pas longtemps et qu'il a envie de faire un truc intéressant de la France insoumise, à mon avis. Ensuite, il y a une autre expression ancienne qui est intéressante de reprendre, c'est celle de Hugo,
Victor Hugo, quand il parlait justement des gens révoltés au moment de la Commune de Paris, il appelait ça la cariatide. Alors, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est une cariatide, c'est ces espèces de statues qui ont l'air de porter un bâtiment. C'est ça, voilà. Parce que quand on voit cette France des ronds-points, cette France gilets jaunes, c'est ça, c'est la cariatide. C'est ceux qui bossent et qui entretiennent tous les autres. Tous les autres. Voilà. Et qui voit une gabegie, le budget de l'État, c'est une gabegie, quoi. Voilà, oui. Qui bosse plus pour être taxé plus. Voilà. On nous dit, oui, les gilets jaunes, ils veulent moins de taxes, mais ils veulent aussi plus de services publics. Mais oui. C'est comme si chaque euro chaque denier public était sacré, était dépensé dans le service public. Mais c'est faux. On a des dépenses somptuaires. Par exemple, on a un audiovisuel public qui nous coûte 4 milliards. On a des aides à la presse qui nous coûtent 1 milliard 800 millions. On paye toute notre TVA à l'Europe. Enfin, on observe une gabegie financière. Parce que comme je dis, hein, si effectivement il fallait se serrer la ceinture et que les Français avaient l'impression que c'était pour de bonnes raisons, ils travailleraient et ils diraient rien. La colère, c'est la gabegie financière. La meilleure preuve de ça, d'ailleurs, Ralph, c'est que quand tu regardes le pourcentage de taxes moyen par personne en France, on est les champions du monde sur les taxes, en quantité de taxes par personne. Et quand tu regardes, par exemple, tu compares avec d'autres pays qui sont autour de nous, je sais pas, moi, tu peux prendre l'Angleterre, tu peux prendre la Suisse, tu peux prendre l'Allemagne, ils ont des services publics aussi. Et pour autant, ils sont taxés 2 fois moins. Alors comment font-ils ? En fait, c'est là qu'on se rend compte que le différentiel correspond à de l'argent qui est jeté dans des choses qui ne servent à rien. Ne serait-ce qu'il y a des tas de ministères qui sont utilisés pour juste de la com finalement. On prend le ministère de l'égalité femmes-hommes de Marlène Schiappa, c'est principalement de la com. Quelle action concrète fait-il ce ministère ? À peu près aucune. 70 millions. Hop. C'est pour nous, c'est cadeau. Je ne me souviens plus du chiffre exact, mais j'avais lu quelque part, ça m'avait semblé assez intéressant, et si je me souviens bien, c'est très vrai. On a à peu près autant de personnes travaillant dans l'administration aujourd'hui qu'à l'époque où on avait l'Empire colonial. Voilà. C'est-à-dire où on contrôlait la moitié de l'Afrique. Voilà. Ouais. Et ça pour finalement 60 millions de personnes en France, quoi. Oui, vas-y. Colère sur les taxes légitimes parce que l'État gère ça n'importe comment, l'État fait n'importe quoi avec l'argent public. Et l'argent public est sacré, hein. Ouais. On ne fait pas n'importe quoi avec. Hein. Alors ce matin, moi j'ai eu une dame qui m'a expliqué que c'était beaucoup plus compliqué que ça, que le problème avec les gilets jaunes, c'est qu'ils mélangent tout, ils comprennent rien à l'économie, etc. Alors la dame en question qui m'a expliqué ça, alors elle n'a pas 70 ans, elle en a 40. Je discutais avec elle à la suite d'un office religieux dimanche matin. Et c'est une dame qui n'a jamais travaillé de sa vie. C'est-à-dire que c'est le genre... en gros, elle a fait une très très bonne école et ensuite, elle a, pendant quelques années, glandouillé en faisant des rapports pour une administration européenne qui l'a payé très cher pour faire de la prospective. Et puis elle a fait un beau mariage. Voilà. Donc, et bien sûr, elle est très très fan de Macron. Alors, je veux pas généraliser outre mesure, mais bon, voilà. Pour moi, l'électorat de Macron, c'est un petit peu ce genre de personne, quoi. Alors, en France, on paye des gens pour faire des rapports, mais ça nous coûte des milliards. Et ça, c'est de la gamelle. Hein. C'est 100% de la gamelle. C'est payer les gens à rien foutre. On s'en fout de leur rapport. Bah, regarde l'associée de Caroline Dehaas, là, dans le groupe EGAE. Elle a été payée pour faire un rapport pour le ministère de l'Égalité qui, en fait, est son devis. Oui. Oui, c'est le rapport, c'est le fameux rapport sur lequel j'avais fait un article, Martial. Voilà. Ouais. Et en fait, elle propose derrière des formations justement pour répondre aux problèmes qu'elle soulève. Donc en fait, elle a été payée pour écrire un rapport qui en réalité est le devis de sa boîte.
Et c'est 70 pages de rapport avec 5 pages de chiffres quelque part au milieu. Et ensuite, elle est repayée pour faire des formations bidons dans la fonction publique sur notre argent, quoi, pour des problématiques inexistantes. Voilà. Donc c'est normal que les gens soient pas contents. Alors pour expliquer le contexte, Caroline Haas, effectivement, on ne parle pas de la militante d'Oser le féminisme qui disait que sur un homme sur 3 ou 2 hommes sur 3, on avait un agresseur, mais on parle de la chef d'entreprise qui a un business juteux au travers d'EGAE et qui utilise un petit peu la bulle rose comme il y a une bulle verte de spéculation pour effectivement travailler auprès des ministères pour développer des formations de sensibilisation entre guillemets contre la ségrégation, contre le sexisme, alors bientôt dans les crèches probablement contre la fessée, on n'y est pas encore mais ça viendra, et donc tous ces gens font du business. Et ça c'est important de le souligner parce qu'on assiste généralement sur les plateaux télé, vous vouliez en parler aussi à mon avis dans cette émission de Fiona machin, la pétasserie qui s'excite sur les plateaux, mais ça c'est de l'actoring aussi, c'est des pantins, mais derrière il y a quand même des grosses mécaniques, il y a du business, il y a des gens qui montent des réseaux, des réseaux qui sont discrets, mais qui sont influents, et des gens très discrets. Derrière toutes ces apparitions sur plateau télé, on a aussi un business qui se construit, des structures, des réseaux, des clans quelque part, qui se construisent pour justement imposer cette vision du monde. Oui, on paye pour des stages de communication inclusive, pour apprendre au ministère dans leur communication à dire celles et ceux, toutes et toutes. Et ça nous coûte des fortunes. Alors pour en revenir au mouvement Gilets jaunes tel qu'en lui-même, en particulier aux événements d'hier, donc de samedi, moi j'ai relevé 3 faits qui m'ont semblé intéressants. Disons 2 faits et une anecdote. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors moi le premier que j'ai trouvé intéressant, c'est Steve Bannon, qui s'est exprimé sur les Gilets jaunes en disant que c'est exactement le même genre de personnes qui ont voté pour Trump ou pour le Brexit. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Il ajoute que ce sont des gens qui croient en l'État-nation et à la valeur de la citoyenneté dans l'État-nation. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que je pense que ce qu'on reproche le plus aux Gilets jaunes, finalement, j'en ai déjà parlé une autre fois, c'est de croire que la politique, ça sert à faire des choses, quoi, et pas juste à accompagner le marché. Il y a un deuxième fait que je trouve intéressant, c'est que la maison de François de Rugy a été dégradée sur l'île d'Ouessant, elle a été taguée. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a un certain nombre de nos gouvernants qui ne comprendront rien tant qu'ils ne seront pas touchés personnellement. Alors je n'appelle en aucun cas la violence, mais je pense qu'ils sont incapables de comprendre ce qui ne les touche pas personnellement, et donc que François de Rugy ait eu sa résidence secondaire en Bretagne taguée, et ben ça lui fera les pieds, et encore c'est bien gentil, elle n'est que taguée. Et enfin, troisième fait, c'est Julien Coupat, donc l'ancien accusé de Tarnac, qui s'est fait interpeller à Paris, parce qu'il était à Paris hier, et il s'est fait arrêter. Alors, pour le coup, lui, c'est un vrai ultra-gauche, mais j'aimerais juste une petite pensée pour Julien Coupat, puisqu'il a été un des membres éminents du collectif Tikkun, et donc c'est très certainement à lui que nous devons le concept de jeune fille. Donc, rien que pour ça, il faut qu'il en soit remercié. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez en particulier des deux premiers faits? Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? Moi, je vais commencer sur Steve Bannon. Je trouve ça assez intéressant, et au passage, je trouve ça intéressant de voir que les Gilets jaunes, c'est pas juste en France, c'est aussi en Belgique et en Allemagne, parce que Steve Bannon a été envoyé plus ou moins par Trump pour fonder une sorte de point de départ dans une reconquête nationaliste européenne. Je crois qu'il est à la tête d'un groupe qui s'appelle Le Mouvement et qui est en Belgique, si ma mémoire est bonne. Je n'ai pas les choses sous les yeux. Et il me semble que son objectif, c'est de relancer des nationalismes dans tous les pays. Et donc, voir qu'il y a un mouvement des Gilets jaunes en Belgique, et puis aussi chez nous en France, et puis aussi un peu en Allemagne,
quelque part, moi, ça me met un peu la puce à l'oreille. Je me dis que peut-être il y a un peu la grande main de Trump derrière qui cherche à pousser un peu les nationalismes dans les différents pays. Ralph, tu peux... Le truc, c'est que Trump, il a effectivement été élu aux États-Unis, et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'en France, on a la réserve en nombre pour qu'il y ait une traduction de ce mouvement dans les urnes. Et là, d'un point de vue mathématique, j'en suis pas si certain que ça, parce qu'en France, on a à peu près 30% qui votent à l'extrême gauche. On a les boomers qui nous pourrissent la vie électorale, on l'a dit tout à l'heure, qui votent pour les partis classiques, soit UMP, soit PS. Et on a aussi 10 à 15, que j'estime à 10 à 15% de la population, qui est entre guillemets l'élite, les gagnants de la mondialisation, cette France des diplômés supérieurs. Donc d'un point de vue purement comptable, je ne sais pas si on aura un jour une traduction électorale au niveau national de l'alt-right à la française, entre guillemets. Vas-y Alain. Alors, pour revenir sur les 3 points de Martial, sur le choc de la réalité avec la maison saccagée ou en tout cas taguée de Rugy, bah oui, hein, je pense que c'est la seule façon pour que cette élite qui vit un petit peu dans un monde aseptisé comprenne les choses. Hein, c'est le choc du réel et du viril quelque part pour eux, c'est-à-dire qu'ils vivent dans un univers aseptisé de ministères, dans le centre de Paris que je connais bien puisque j'y vis aussi, où on a des caméras à chaque coin de rue, où il y a des commissariats et des administrations dans chaque pâté de maison, où tout ce petit monde vit très très bien en dehors des réalités, des ronds-points et de la France rurale. Donc effectivement, oui, d'un seul coup, votre maison est saccagée. Voilà, mais que fait la police? Flipper, ça peut leur faire que du bien. Tout à fait. C'est le retour au réel. Oui. Petit élément là-dessus, après je te relaisse la parole. Moi, ça m'a rappelé, encore une fois, 1871, Georges Sand, quand elle est revenue à Paris après les événements. Donc elle traverse en calèche un Paris dévasté, il y a des cadavres partout. Et la première chose qu'elle écrit à un de ses correspondants quand elle rentre chez elle, c'est pas pour décrire les charniers, c'est pas pour décrire l'odeur de cadavres, c'est pour dire Dieu merci, ils n'ont pas dévasté l'appartement. Voilà. Oui, voilà. Et on est exactement dans le même genre de personnes. Dans le réflexe bourgeois. Voilà. Sur deuxième point sur lequel tu es intervenu, Martial, ça concerne l'extrême gauche. Alors effectivement, je suis assez sensible à ce thème-là, puisque ayant assisté aux trois actes, donc l'acte 2, l'acte 3 et l'acte 4, donc sur les samedis consécutifs, je vois effectivement que la base sociologique des Gilets jaunes, elle est populaire, elle est ce qu'on appelle entre guillemets de souche, donc on a ce que les élites, en tout cas la caste, appellent les petits blancs quelque part, qui se révoltent. C'est une vraie révolte ce que j'appelle du pays profond. Et parce que l'extrême gauche en France est très forte, très structurée, qu'elle a de nombreux soutiens logistiques, que l'extrême gauche arrive petit à petit à travers des groupes Facebook que je fréquente et où il y a de nombreuses personnes inscrites, et sur le terrain à imposer petit à petit ces thèmes. L'ISF est un des thèmes qu'elle a imposé. Elle commence à imposer l'écologie, ou en tout cas sa version de l'écologie, et donc on arrive comme ça aussi à des éléments de langage qui sont peu à peu disséminés dans les groupes. D'ailleurs, et sur le terrain aussi, il commence à y avoir de l'apparition des étoiles. Alors elle joue avec les étoiles rouges et les étoiles jaunes. Alors quelquefois on a sur un fond rouge une étoile jaune, quelquefois sur un fond jaune on a une étoile rouge, pour évidemment reprendre la couleur des gilets jaunes, mais on essaie d'ajouter ici et là du rouge, donc d'être présent quelque part, visuellement en tout cas sur le terrain. Et on a toujours, alors c'est assez drôle d'ailleurs à voir, à chaque manifestation c'est toujours le même cycle, c'est-à-dire que à 9h du matin jusqu'à midi, on a plutôt des groupes, des Français du quotidien qui viennent de province, donc qui sont levés très tôt, qui sont arrivés très tôt, avec des groupes qu'on peut
qualifiés proches de l'alt-right américaine, en tout cas des groupes de droite. On a des royalistes, on a des groupes, des Français qui arborent des drapeaux français, qui arborent des coqs gaulois, des bérets avec des cocardes. Et puis à midi arrivent ces groupes d'extrême gauche, parce qu'ils se lèvent très tard. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater en tout cas. Donc on a toujours des black blocs qui arrivent, on a ce qu'on appelle des looks d'antifascistes. Et puis on a, comme hier, à midi, pile, arrive un grand drapeau avec Che Guevara, un grand drapeau rouge, et puis les types arrivent avec un haut-parleur ou une radio très forte. Donc on passe d'une ambiance bon enfant, qui peut être électrique, hein, quelque part, où on peut taper sur le CRS ou se faire taper, mais en tout cas française, cohérente, sans signe vraiment distinctif, à une apparition de groupes politiques très visualisés. Voilà. Donc et vers 16h-17h arrive, alors là, la troisième couche, c'est la racaille, qui arrive à 16h-17h, qui fricote un petit peu avec l'extrême gauche, voilà, pour taper sur les CRS ou pour casser les vitrines. Mais effectivement, l'extrême gauche fusionne assez mal. On le voit sur le terrain avec les gens du quotidien, les Français du quotidien. Mais malgré tout, petit à petit, à force de le répéter, leurs éléments de langage, arrivent quand même petit à petit à imprégner les revendications et les mots d'ordre et les slogans. Ils sont très forts. Alors que le gilet jaune de base, c'est l'archétype de ce sur quoi l'extrême gauche pisse depuis des décennies. Totalement. Et ils arrivent à imposer leurs revendications qui sont des impasses idéologiques, qui sont de la merde. Par exemple, l'ISF. Mais l'ISF c'est un non-sujet, c'est un non-débat. Hein. En France, les riches ne payent pas d'impôts. Donc, on n'en est pas à vouloir leur faire payer un impôt supplémentaire. Déjà qu'ils payent, mais pour qu'ils payent, il faudrait fermer les frontières, il faudrait rétablir des contrôles, il faudrait faire des vraies choses. Donc les revendications de l'extrême gauche sont des impasses idéologiques. Oui, sur l'ISF, je comprends pas très bien pourquoi le débat est en train de se focaliser là-dessus, parce que en effet, les riches qui ont les moyens, ils vont avoir des gens qui sont chargés de les conseiller, qui sont chargés de leur donner des astuces pour monter soit des sociétés écrans, soit aller mettre leur argent dans des paradis fiscaux ou que sais-je. Mais bref, les gens qui sont vraiment riches en France ne payent pas les impôts. Enfin, c'est évident, ils partent à l'étranger, etc. C'est pareil, j'ai entendu aussi pas mal le problème de l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, si on savait comment lutter contre, on l'aurait déjà fait, je pense. Et quand j'entends les gens de gauche ou d'extrême gauche dire qu'avec l'évasion fiscale, on perd 100 milliards par an, j'ai envie de dire oui, c'est vrai, mais c'est probablement plus chez les copains de M. Macron que chez Madame Michu et le français moyen, quoi. Martial. Oui, ouais, faut savoir qu'un des premiers effets de la suppression de l'ISF, ça a été une baisse considérable des dons aux associations, aux fondations et autres, parce que c'était des dons qui étaient destinés à défiscaliser. Je pense que le débat se focalise sur l'ISF parce que c'est un symbole, et parce que c'est le péché originel de ce gouvernement. Tu peux pas demander aux gens de serrer la ceinture si auparavant tu as offert 3 milliards aux plus riches. Voilà, c'est aussi con que ça. Après, c'est 3 milliards qui en cachent d'autres. Hein. Le crédit impôt compétitivité entreprise, je sais plus, c'est 30 ou 40 milliards. 40. Voilà, c'est un truc gigantesque. Et qui permet de filer des sous uniquement aux boîtes qui sont déjà les boîtes les plus favorisées. Donc... si on s'amusait à mettre tout à plat, je pense qu'on aurait un nombre de surprises assez extraordinaire, à commencer par cette dette totalement illégitime, mais bon, ceci, on le gardera peut-être pour un débat. Que l'écologie s'invite au débat, c'est pas inintéressant. Il serait temps qu'on en fasse de la vraie, parce que là, pour l'instant, ça fait des décennies qu'on nous bassine avec ça, mais tout en nous faisant croire qu'on peut garder le même mode de vie, en fait. En nous disant que non, mais vous en faites pas, on peut continuer à consommer comme des porcs, il suffit de trier nos déchets, tout ira bien, quoi. Non, si on veut un virage écologique, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le faire, et il faut aller vers un mode de vie tout à fait différent. L'écologie institutionnelle, l'écologie
du traité de Paris et compagnie, c'est du bullshit, mais c'est juste fait pour nous faire payer, ça n'a aucun impact sur l'environnement, et c'est la formule magique pour nous augmenter tous les impôts maintenant. Le réchauffement climatique, pour tout nous faire passer. Après, j'ai un autre petit truc à soumettre à votre sagacité, messieurs. Je vais vous... Parce qu'on parlait on va dire, du désamour entre les Français et les politiques, et du fait qu'on leur tient un discours qui est un peu toujours le même. Je vais vous lire un extrait d'une profession de foi, et vous allez essayer de me dire qui c'est et quand. Ok ? Donc les auditeurs peuvent jouer avec nous. Alors, durant les prochaines années, la France devra affronter de graves défis. Le monde dans lequel nous vivons devient chaque jour plus périlleux. La place de la France, chaque jour plus menacée. L'affaiblissement de notre économie s'y se poursuit et le déclin démographique risque de compromettre les valeurs auxquelles nous sommes attachés, la solidarité entre les Français et jusqu'à l'existence de notre régime de protection sociale. La France ne peut relever ces défis qu'en prenant une voie nouvelle et je lui propose ce renouveau. Envers toutes celles et tous ceux qui ont été déçus par le mandat qui s'achève, envers toutes celles et tous ceux qui refusent l'aventure, je prends aujourd'hui des engagements fermes. Je m'engage à relancer la croissance, pour créer des emplois nouveaux, de vrais emplois productifs dans nos entreprises industrielles, agricoles, artisanales, et non à partager le chômage ou à répartir la pénurie, comme on nous le propose. Pour cela, je m'engage à libérer notre économie des charges inutiles et des réglementations excessives. Je m'engage à diminuer le poids de l'impôt pour tous les Français. Je m'engage à réduire les prélèvements de la collectivité sur ce que produisent les Français et à faire des économies réalistes sur le budget de l'État. Je m'engage à donner un nouvel élan de justice et de solidarité pour les personnes âgées auxquelles la collectivité nationale doit garantir la sécurité et la dignité. Pour les jeunes, à qui je propose le droit au travail, à la formation, au logement. Pour les familles, qui recevraient à partir du 3e enfant un salaire d'éducation. Je m'engage à fonder une vraie démocratie du quotidien par la participation et le référendum, une démocratie enfin décentralisée qui s'appuie sur la réalité et la force de nos régions, une démocratie où chacun joue son rôle, où les femmes assument pleinement leurs responsabilités et puissent apporter leur part de générosité et d'imagination. Voilà. Alors d'après vous, alors, je sais pas qui c'est. Non, c'est pas Macron. Je sais pas qui ça c'est, pourrait, mais j'aurais pu voter pour lui. Moi j'aurais dit Bayrou. Quelle année à peu près 2007. Chirac 81. Quel escroc, mais quel escroc. Non mais ce qui veut dire que ça fait 40 ans qu'on nous raconte les mêmes conneries, quoi. Oui, Ça parce fait que ça 40 aurait pu ans être qu'on Macron en raconte 2007. C'est ça, c'est ça. C'est ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce texte-là, c'est que, voilà, c'est quand même toujours les mêmes trucs. Mais c'est aussi pour dire que les problèmes ne sont pas nouveaux, quoi. Ah, les problèmes ne sont pas nouveaux et les solutions qu'on propose non plus. Oui, mais les solutions qui n'ont jamais été appliquées, parce que si on appliquait ce programme à la lettre, je suis sûr que tout se passerait très bien. Peut-être pour faire avancer un petit peu le débat et puis l'histoire un peu d'avoir une vision un peu constructive. Moi, ce qui m'a frappé aussi dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on avait beaucoup de manifestations, mais j'ai l'impression qu'on n'explore pas vraiment tout le panel des possibilités qu'a le peuple pour faire pression sur son État, enfin sur l'État et sur le gouvernement. Et en particulier, j'avais envie peut-être de discuter avec vous de possibilités d'un point de vue économique, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un complément que les gens devraient en fait commencer à utiliser aussi, parce que Macron n'a pas l'air de vouloir écouter ce qui se passe pendant les manifs, parce qu'il n'y est pas en fait, enfin, c'est pas lui qui se fait gazer, donc a priori lui il s'en fiche. Par contre, d'un point de vue économique, j'ai déjà vu que les syndicats des petits commerces avaient commencé à se plaindre auprès du gouvernement parce qu'ils avaient des recettes en baisse. Et du coup je pense qu'il faudrait peut-être explorer un peu ensemble les possibilités économiques qu'aurait le petit peuple pour assécher l'État d'un côté, parce que finalement c'est un peu le cœur du problème, possiblement aussi boycotter la grande distribution, parce que la grande distribution est finalement ce qui crée le plus de problèmes en France. À partir du moment où la grande distribution a tout intérêt à faire fabriquer à l'étranger pour faire une marge maximum en France, marge qui finalement se décompose tout simplement entre d'un côté la marge qui va dans les poches des grands patrons, donc les copains des poudrés, et de l'autre côté la TVA, donc ce qui va dans les caisses de l'État. Et puis dernièrement le secteur bancaire, parce que le secteur bancaire c'est pareil, c'est les poudrés aussi. Qu'est-ce que vous voyez vous comme instrument que le petit peuple pourrait utiliser pour tout ça ?
Le boycott est une arme extraordinaire, hein, plus que notre bulletin de vote. Hein. Déjà, quand on sait qu'un grand groupe ne paye pas ses impôts en France, on évite d'utiliser ses services. Déjà. On n'achète pas son café chez Starbucks. Google, il y a plein de solutions alternatives pour pas utiliser Google. Je crois que Total ne paye pas ses impôts en France non plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, essayer de boycotter le plus possible les entreprises qui sont catastrophiques d'un point de vue du vivre ensemble, du vrai vivre ensemble. Et la grande distribution, oui, faut essayer de ne plus faire ses courses dans les grands centres commerciaux et favoriser les producteurs locaux, ce genre de choses. Et ça demande un effort. C'est sûr que c'est plus facile d'aller au supermarché pour acheter tout ce dont on a besoin, mais il faut essayer dans la mesure du possible de ne plus le faire. Après, il y a aussi d'autres petites choses qui peuvent être amusantes, hein. En gros, en France, vous avez plus de 80% des produits made in China qui viennent de 2 endroits, Fos-sur-Mer et Le Havre. Fos-sur-Mer, c'est le port de fret de Marseille. Voilà. Ça se bloque, ça. Hein. Et si demain, du jour au lendemain, les produits made in China arrivent pas en magasin, ça peut faire chier. Le problème, c'est qu'on fabrique plus rien en France. Oui. Je crois qu'on fabrique plus de pantalons. Non, mais c'est. S'il y a un problème de frontière, demain on est tous à poil, quoi. On a plus de froc. Les sans-culottes, hein. Ouais, là, ça a rien avec les sans-culottes. Ou alors les pantalons à une jambe de Jacques Attali, Voilà. peut-être. Voilà, on a plus que ça, on a plus que des pantalons à une jambe. Donc, ouais. Mais remettre, oui, de toute façon, tant qu'on remettra pas des frontières. De toute façon, tous les problèmes sont insolubles dès l'instant qu'ils sont à l'échelle mondiale. Hein. C'est pareil pour l'évasion fiscale, c'est pareil pour l'industrie. Vas-y, Alain. Moi, je suis très sceptique sur le boycott. Alors, c'est une arme exceptionnelle, mais je suis très sceptique sur un boycott de masse des supermarchés parce que les gens ont tellement, surtout les gens qui manifestent actuellement dans le cadre des Gilets jaunes, ont tellement pris l'habitude de faire leurs courses au supermarché que... À mon avis, ça semble impossible. Après, alors la piste du blocage des ports, ça me semble très bien. Les ports de fret. On peut aussi sensibiliser les gens sur la télévision. Alors, c'est pareil, est-ce que les gens seraient prêts à jeter la télé pour ne plus payer la taxe audiovisuelle? Ça serait une bonne arme aussi. Alors, On la paiera quand même. à partir de l'année prochaine, la redevance va être déconnectée de la possession effective d'un téléviseur, puisque ce sera sur... Donc ça deviendra juste un impôt comme un autre, en fait. C'est ça. Ça deviendra, voilà, une taxe. Un impôt anonyme, comme les autres. Une taxe, mais comme maintenant on a Internet, on a le téléphone, les smartphones, du coup, ils vont déconnecter la redevance de la possession d'un téléviseur. Mais effectivement, l'audiovisuel public, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'audiovisuel public? Si l'État avait 1 ou 2 chaînes et 1 ou 2 radios, ça suffirait. Là, on a 10 chaînes, 10 radios, 4 milliards par an, messieurs. 4 milliards. Et quand on voit des programmes comme ceux de France Culture qui pourraient être intelligents, c'est des tracts audiovisuels de propagande, notamment actuellement dans le genre, sur les thématiques du genre. Aucune plus-value entre l'audiovisuel public et l'audiovisuel privé. Ils proposent rien d'intéressant, donc ils ne servent à rien. Alors j'avais noté aussi quelques autres idées que je vous soumets comme ça. J'ai vu que les jeux de grattage, PMU, Loto et équivalent rapportaient à l'État à peu près 4 milliards par an. Alors bon, je sais pas si vous voulez faire un boycott de tous ces jeux de grattage, ça peut être une idée. La consommation du tabac rapporte beaucoup à l'État, donc Ralph, peut-être que tu devrais arrêter de fumer. Ou planter tes propres plants. Pour soutenir les gilets jaunes. Oui. Figurez-vous que là je fume pendant l'émission, mais je n'ai pas fumé du week-end, et je vais essayer d'arrêter là. C'est bien. J'arrête l'hémorragie de pognon et l'hémorragie sur la santé aussi. Dans les autres idées que j'avais marquées, il y a la réduction de la consommation non alimentaire. Bon, ça, je pense que c'est de toute façon de facto ce qui est en train de se passer parce que les gens n'ont pas assez de sous pour acheter autre chose que les choses urgentes dont ils ont besoin. Je pense qu'il faudrait aussi faire une opération pour Noël parce que Noël est quand même une grosse
une grosse période de gabegie de consommation. Donc je pense ce serait fantastique de faire un mot d'ordre, pas de cadeau pour Noël, on s'en ou fout. pour Noël tout le monde offre un livre. Ça pourrait être un truc de dingue. Et acheter un bouquin imprimé en France pour 10 €, à la fois ça réduit la TVA qui va à l'État, et en même temps c'est de l'argent qui reste en France, parce que c'est mieux d'acheter un bouquin à 10 € que d'acheter une PlayStation qui est fabriquée en Chine ou je sais pas quoi, et qui rapporte rien à l'État français, en fait, qui fait pas tourner l'économie française. Mais ça, ce serait une fantastique idée, qu'on arrête de s'offrir des cadeaux de merde pour Noël, et qu'on s'offre des bouquins, qu'on mange ensemble, et voilà. Alors après, dans les trucs un peu plus hardcore, il y a suspension de l'utilisation des cartes bancaires et utilisation exclusive du liquide. Alors je pense que ça peut être un moyen de faire la pression sur le système bancaire. En version encore plus hardcore, vous pouvez essayer la simulation d'un petit bank run, c'est-à-dire que tout le monde retire tout son fric de ses comptes bancaires. Une solution que je ne suggère pas, parce que je pense que ce serait un peu violent. On va se retrouver sans pognon, quoi, c'est ça le problème. Voilà. Alors, mais j'aime beaucoup ton idée de Noël. J'adore. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus subversif que la frugalité. Et ce que j'appelle frugalité, c'est pas forcément de se priver, c'est d'aller vers des choses simples et vraies. Une chose tout à fait emblématique. Pour beaucoup de gens, partir en vacances, c'est voyager. Sauf que on ne voyage plus. On ne voyage pas. On se déplace. On va d'un aéroport international à un aéroport international. C'est pas ça un voyage. Un voyage, moi j'en ai vécu un le jour où j'ai descendu à pied le canal du Midi. Ça m'a pris une semaine d'aller en gros de Carcassonne à Sète. Et ben c'est génial. Et ouais, je me suis fait... Oui, vas-y. Je me suis fait Paris-Saint-Malo en vélo en octobre, et j'ai plus voyagé que si j'étais parti me branler les couilles en République dominicaine. C'est ça. Oui, vas-y. Je suis assez d'accord. Alors moi, je voyage en Grèce. C'est-à-dire que j'ai effectivement, parce que j'étais accompagné, donc j'allais souvent contenter mes différentes petites amies dans des endroits comme Bali, donc c'est du tourisme. Et depuis que je suis seul, je voyage en Grèce, c'est-à-dire que tous les ans je vais sur un endroit précis de Grèce, et je me retrouve généralement une semaine, parce que j'adore cet endroit qui est Delphes. Et je fais le Montparnasse, le parc naturel du Montparnasse à pied. Je rencontre personne, parce que en été en Grèce, tout le monde est dans les îles, sur les plages, à s'entasser, alors que vous allez dans des endroits boisés comme ça, où les forêts sont magnifiques, où les paysages montagnards sont magnifiques, et vous êtes seul, vous ne voyez personne. Et là, je peux vous dire que c'est un vrai dépaysement. Je suis totalement d'accord. Et sur l'aspect frugalité, minimalisme, j'ai vu un chiffre tourner ahurissant. J'ai pas la source. Une famille moyenne en France, c'est-à-dire un couple et 2 enfants, possède 300 000 objets. On passe notre vie à consommer de la merde qui sert absolument à rien. Et... Alors dans ce cadre, il y aurait peut-être aussi une action à faire contre les sociétés de crédit aussi, d'éviter d'emprunter. Ça aussi, ce serait une sensibilisation intéressante à faire, parce que on nourrit quand même des systèmes bancaires et des systèmes qui sont quand même assez proches de l'usure. Emprunter pour consommer, emprunter pour partir en vacances, c'est dramatique. Mais quand les gens en sont à faire ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Moss ? Oui, et pour conclure sur l'idée aussi de la réduction de la consommation, là pour le coup c'est une mesure qui est 100% écologique. Absolument. Donc je pense tout à fait. Je pense qu'on peut même enfoncer le clou, faire un Noël avec pas grand chose, c'est encore écologique. Donc le gouvernement devrait apprécier l'idée. Et comme on est sur une révolte qui concerne les impôts et les taxes, il faut surveiller aussi le budget de l'État. Voilà. Et quand il y a des dépenses qui nous plaisent pas, les pointer du doigt. Mais ça commence dans chaque commune. Est-ce que vous trouvez normal qu'on dépense des centaines de milliers d'euros pour des conneries d'illumination de Noël ? Dans le moindre village, vous avez des
nation qui non seulement coûte cher à installer, mais dépense une énergie de dingue. Une énergie de dingue. Le 1% culturel de chaque ministère, ça sert à payer des sculptures bidons sur les ronds-points, de copains, de machins, de trucs, de coteries, de je sais pas quoi. Un pognon fou. Un pognon fou pour rendre le monde encore plus moche. En fait, le problème, il est plus large que ça, Ralph, Martial. Je pense que c'est un problème aussi qu'on est dans une culture où on donne un budget et on dit aux gens, Oui. faites ce que vous voulez avec ce budget. Alors que la culture devrait être plutôt de dire, voilà, vous devez accomplir telle mission, quel est le minimum que vous pouvez utiliser pour remplir cette mission-là. On inverse un peu le problème, en fait. Donc du coup, on n'est pas efficace. Forcément. Il y a des associations de contribuables. Quand j'ai voulu regarder un petit peu les budgets pour justement l'audiovisuel public, et je suis tombé sur des associations de contribuables. Il faut adhérer à ce genre d'association parce qu'ils font un travail de fou, les gars. Alors j'étais justement en train de le regarder, il y a une fondation qui s'appelle l'IFRAP, qui est un think tank qui est dédié à l'analyse des politiques publiques et laboratoire d'idées innovantes qui justement surveille les comptes de l'administration française et publie des articles intéressants. Ces gens-là ne font pas de politique, on ne peut pas dire que ce soit une opposition radicale au système, entre guillemets, mais en tout cas, ils pointent beaucoup de gabegies de la part des administrations. L'IFRAP. Oui, et il y a aussi un rapport de la Cour des comptes qui est rendu chaque année qui concerne spécifiquement l'argent de l'État gaspillé par milliard. Ce rapport sort tous les ans et c'est un scandale à chaque fois. Ce qui serait intéressant, c'est aussi de pointer les subventions aux associations et aussi quels sont les objets de ces différentes associations. Bon, surtout quand on habite à Paris. Vous pouvez vous imaginer quel genre d'associations sont subventionnées et pourquoi. Donc on revient sur nos sujets traditionnels, le genre, l'antiségrégation. Enfin bon, voilà, c'est... L'État n'a pas à donner de l'argent à des associations. Les associations, c'est les gens qui doivent les soutenir en fonction des sujets qui les intéressent. Oui, mais l'État n'a pas non plus, si on suit la même logique, Ralph, à financer la presse ou l'audiovisuel. C'est ce que j'ai dit, 1,8 milliard d'euros en tout, si on compte très large, pour une presse minable, pour une presse nulle à chier. Et qui ne vit d'ailleurs plus que des subventions. 9 millions par an pour Libération. 9 millions par an. Et effectivement, on s'est habitué à ce que l'État intervienne dans des domaines où il n'a rien à foutre. Songez quand même qu'aujourd'hui, l'État nous donne des leçons sur la répartition des tâches ménagères au sein des couples. C'est-à-dire que l'État fout son pif dans la façon dont les gens vivent. Merde. Et par contre, il remplit quand même très très mal ces tâches légitimes qui sont effectivement l'éducation, le social, etc. Donc effectivement, peut-être pour détourner l'attention du fait qu'il fait ça aussi mal, il va nous parler d'autres choses, de plein d'autres choses. 50 milliards pour rembourser les intérêts d'une dette qu'on n'arrivera jamais à rembourser. Et qu'on n'a pas à payer. Si on veut trouver de l'argent, hein, on peut très très facilement en trouver. Et beaucoup, énormément d'argent. Tu parlais de l'éducation nationale nous coûte une fortune pour former des autistes, je le dis franchement. Aujourd'hui, un bachelier, bon, est-ce que ça mérite qu'on y consacre autant d'argent ? Je ne crois pas. D'autant qu'on met tous, maintenant quand on a des enfants, on veut surtout pas les mettre dans le privé tellement c'est devenu de la merde. Je confirme. On veut surtout pas les mettre dans le public tellement c'est devenu de la merde. Donc en plus, on paye les impôts pour le public et en plus on doit encore payer des écoles privées parce que les écoles sont devenues des ghettos. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on passe à un autre thème, messieurs ? On voulait parler un peu d'alt-right, justement l'alt-right. Bah allons-y, si quelqu'un... Martial, je crois que tu avais noté la définition de Wikipédia, si j'ai bonne mémoire. C'était pas moi, mais... ce que je trouve intéressant, moi, dans l'alt-right, c'est... D'abord, de quoi est-ce que c'est le nom ? En France, on va dire plutôt l'extrême droite.
Et ou l'extrême gauche aussi parfois, parce que c'est pas toujours très clair ce qui est du domaine de l'extrême. Pour moi, très clairement aujourd'hui, et je rejoins la définition de Bannon, est considéré comme extrême quiconque croit que la politique, ça sert encore à quelque chose. C'est-à-dire quiconque est contre ce que Thatcher disait, Tina, there is no alternative, c'est-à-dire quiconque pense que le discours que l'on nous sert en disant mais non mais vous savez c'est pas idéologique ce qu'on fait, c'est juste du bon sens, on peut pas faire autrement. Donc quiconque pense que ça c'est du chiquet, et je pense que quiconque pense ça a raison, parce que quoi qu'on fasse dans la sphère publique, c'est politique. C'est toujours politique. Tout ce qui concerne la vie de la cité est politique. Et donc c'est toujours chargé d'idéologie. Et le seul fait de croire qu'il n'y a pas d'alternative, c'est chargé d'idéologie. Donc aujourd'hui, les extrêmes, c'est ça. C'est les gens qui pensent qu'il y a de l'idéologie partout. Et que non, c'est pas vrai. On n'est pas obligé de faire ainsi. Il peut y avoir d'autres façons de faire. Il peut y avoir d'autres solutions. Voilà. Vous me permettez de lire la fiche Wikipédia, Allez. en tout cas une partie de la fiche Wikipédia sur l'alt-right, dans un paragraphe qui s'appelle « Caractéristiques idéologiques ». Donc je lis, ouvrez les guillemets, « L'alt-right a été décrite comme nationaliste, suprémaciste, antisémite, islamophobe et plus généralement raciste et xénophobe, anti-immigration, souvent liée au néonazisme, isolationniste, protectionniste, anti-mondialisation, réactionnaire, anti-féministe, machiste, homophobe, anti-LGBT, anti-obésité, anti-démocrate, complotiste, anti-média, populiste, et elle est généralement opposée au contrôle des armes à feu. Alors quand on voit des définitions comme ça, c'est une définition grotesque, c'est l'apocalypse, leur truc. C'est le résultat de décennies de stratégie de la gauche, qui a consisté à jeter l'anathème sur toute forme d'opposition, et on se retrouve aujourd'hui avec la définition d'un mouvement avec des termes comme ça, quoi. Alors ce qui est je te coupe, non? Vas-y, je t'en prie. Ce qui est positif avec le vocable l'alt-right, c'est que ce sont des membres d'un groupe lié à l'alt-right, et principalement Richard Spencer, qui ont nommé eux-mêmes leur mouvement alt-right. C'est-à-dire que c'est pas une dénomination qui vient des médias, comme ultra-droite ou extrême-droite, mais l'alt-right est un mot qui a été créé par des gens précisément de l'alt-right. Donc ça, c'est plutôt bien, déjà. Il y a une autonomination qui est intéressante. Et on essaye de diaboliser avec ce terme, et les gens adoptent ce terme, se reconnaissent dedans, donc aucun... Alors ça, après, c'est très bien. C'est comme, vous savez, les sans-culottes. Au départ, on disait les sans-culottes, c'était pour se foutre de leur gueule. Et les mecs ont dit, tant pis, on va se faire appeler les sans-culottes, si c'est comme ça. Et ça regroupe quand même des différentes formations et des mouvements qui peuvent être mués par les mêmes visions du monde, mais qui sont quand même très disparates, parce qu'entre le groupe de Spencer, qui est quand même considéré comme suprémaciste, et les Proud Boys, par exemple, qui sont juste nostalgiques un peu des années 50, ou du site que vous deviez connaître comme Manliness, qui lui aussi est assez nostalgique de la virilité à la Cary Grant des années 50. Il y a vraiment quand même un gap entre des mouvements qui sont quand même, on peut dire, très différent, durs, voilà, et mais la définition est tellement extensive, si vous voulez, qu'à un moment n'importe qui peut en faire partie. Et c'est bien d'ailleurs. The Art of Manliness, c'est classé alt-right? C'est comme les sites qui sont dits masculinistes, oui, sont plutôt classés alt-right. Ouais. Alors, Martial, t'es peut-être alt-right aussi. Oui, c'est ça, voilà. c'est ça. Alors... J'avais envie de revenir peut-être aussi sur la définition de Wikipédia, parce que quand même, pour avoir pas mal traîné sur Wikipédia avant de venir dans le côté obscur de la force sur YouTube faire des vidéos, j'ai une vague idée en fait de comment on arrive à ce genre de définition. En fait, l'astuce dans la définition que tu as citée, c'est que on ne dit pas ce mouvement est ceci, c'est ce mouvement est réputé ceci.
Donc en fait, ça permet, en utilisant des citations de d'autres personnes, de justifier les affirmations que tu donnes. Donc à partir du moment où un mec a dit quelque part que c'était des négationnistes ou des ceci ou cela, ça suffit pour dire c'est négationniste. Et en fait, ça efface complètement toute la perspective et le travail de encyclopédique qui est normalement de faire la part des choses entre ce que dit monsieur Intel et ce qu'est la réalité. Donc voilà, c'est de la fausse encyclopédie en fait. On finit par avoir une définition ultra caricaturale, quoi. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, quand même, je précise pour nos auditeurs, The Art of Manliness, donc là c'est alt-right, c'est un site qui est bien fait d'ailleurs, hein, qui en gros vous apprend à faire des jolis nœuds de cravate, à cirer vos chaussures comme Cary Grant et à porter des jolis costumes. Hein. C'est pas un peu comme Déguerrante C'est un peu une version américaine de Guermantes, ouais. Donc c'est pas du fou furieux. Hein. Non. J'aime beaucoup de Guermantes, hein, mais c'est... Alors il y a Return of King aussi qui est considéré comme alt-right. Et qui a été arrêté. Hein. Qui a été arrêté, actuellement qui est en stand-by. Return of King, c'est autre chose. T'as quand même dedans des articles où on t'explique que les femmes ne devraient pas aller à la fac parce que ça leur pourrit l'âme. Bon, on est dans quelque chose d'un peu plus revendicatif. Ouais, mais tout ce qui touche de près ou de loin à la pensée critique du féminisme ou au masculinisme est classé alt-right. Ça fait longtemps. Alors c'est quand même c'est une mouvance, ou en tout cas une constellation, une galaxie qui est intéressante parce qu'ils sont très créatifs, ils sont très actifs, à la fois sur le terrain et sur Internet, où je pense que vous avez été pris connaissance du mème de la grenouille, Pippi the Frog aussi, qui a été utilisé d'ailleurs, qui a été utilisé à cause d'Hillary Clinton, qui pendant un discours a associé la grenouille à l'alt-right en disant que c'était un symbole suprémaciste et raciste, et en fait ils se l'ont approprié quelque part comme ça. Donc ils y ont joué beaucoup et ça a aidé à populariser effectivement le mouvement autour de Trump. Donc ça c'était assez intéressant. Et alors comme en France, on a tous ces forums comme 4chan, on a 8chan aussi. Jeuxvideo.com. Voilà, on a effectivement beaucoup de gamers qui sont quand même sur ce positionnement conservateur et non pas que conservateur, j'aime beaucoup cette expression, et qui sont effectivement sur cette partie alt-right comme ça, la partie conservatrice, un peu masculiniste aussi, tout comme jeux vidéo, où sont partis des youtubeurs en France comme The Raptor. Et ils jouent à fond sur la diabolisation dont ils sont l'objet. Tout à fait. Et ils sont hyper créatifs, hyper drôles, quoi. De toute façon, les mêmes c'est un truc 100% alt-right et ça va mourir de rire. Tout à fait. Je signale que... Et on a des... Oui, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, j'allais rebondir là-dessus au niveau droite nauséabonde. Sur Facebook, j'appartiens à un groupe secret lié au 18-25 qui a récemment invité Henri de Lesquen. Voilà, donc... Henri de Lesquen est une figure trollesque de l'alt-right française. Tout à fait, c'est une figure parodique. Très étonnant d'ailleurs, parce qu'il raconte des trucs... il est très sérieux, Henri de Lesquen, quand il raconte ces trucs. Avec aussi Alain Soral, peut-être, qui est aussi une figure trollesque de l'alt-right, même s'il est plutôt de gauche, je dirais. Malgré lui. Ouais, il fait pas toujours exprès. Pour ce que j'ai vu, le 18-25, ils sont plus lesquinistes que soraliens. Ah, oui, tout à fait. Ils sont pas très soraliens, non. Ouais. Ils sont très lesquinistes. Ils sont pas dans l'arrêt, ils sont pas dans le front de la foi. Non. Non. non, ils sont plus dans la rémigration que... ouais, c'est ça. Non, mais alors, est-ce qu'on peut dire que les Gilets jaunes, c'est l'émanation d'un mouvement alt-right à la française, selon vous? Oui, vas-y Alain. Pour moi non, parce que c'est le mouvement alt-right vient de mouvements quand même très structurés, de groupes, de réseaux très structurés, qui ont ensuite popularisé, qui sont devenus audibles avec l'élection de Trump, alors que les Gilets jaunes, c'est une explosion populaire.
Par contre, comparer l'élection de Trump avec le mouvement des Gilets jaunes, oui, et là il peut y avoir un vrai parallèle que l'on peut faire. Mais l'alt-right, je dirais que l'alt-right américaine ressemble beaucoup à tous les médias de réinformation français, de type Breitz Info, TV Liberté, Parivox aussi. Donc on est dans cette mouvance qui vient à la fois de milieux traditionnalistes ou de la mouvance de la nouvelle droite. Donc d'ailleurs il y a beaucoup de connexions entre Alain de Benoît par exemple, qui est la figure centrale de la nouvelle droite, et de fanzine ou de magazines online de l'alt-right. Je pense notamment à Counter, alors je l'avais noté, Counter Currents par exemple, qui publie beaucoup les travaux d'Alain de Benoît. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas une droite, cette alt-right, qui est américano-centrée, mais par contre qui est très ouverte par rapport aux idées qui sont produites en Europe et notamment en France. Donc très à l'écoute de ce qui se passe en France et qui relaie actuellement beaucoup ce qui se passe, ce qui se déroule avec la séquence des Gilets jaunes. Voilà. Alors, je pense pas non plus que les Gilets jaunes, ce soit de l'alt-right. D'abord parce qu'effectivement, je pense pas que ce soit idéologique à la base. Ça le devient, mais à la base, c'est juste une explosion. Si alt-right il devait y avoir en France, ça serait effectivement plutôt autour de forums, autour de personnalités un peu particulière. On pourrait éventuellement considérer Pierre-Yves Rougeron comme quelqu'un qui flirte avec ça. Mais en tout cas, en France, ça reste quand même encore dans du cénacle d'intello, quoi. Les Français ont beaucoup de mal à faire sortir des idées, des petits cercles. Voilà, Pierre-Yves Rougeron, c'est très intéressant ce qu'il fait, ça a de la profondeur, etc. Mais ça touche des gens qui ont déjà une certaine formation, quoi. Totalement. Idem pour de Benoît d'ailleurs. C'est extrêmement intéressant ce qu'il fait, mais voilà, faut suivre, quoi. Donc je pense pas du tout qu'on est là-dedans avec les Gilets jaunes. Je pense pas non plus que ça soit forcément étiqueté ni étiquetable, et c'est tant mieux. En revanche, pour moi, c'est vraiment le signe que les politiques classiques ne sont plus du tout en écho ou en écoute avec le peuple, et que ce peuple a besoin de s'identifier à quelque chose. Alors à quoi il va s'identifier, ça c'est autre chose. Nous en saurons plus dans les épisodes suivants. Oui, moi je suis d'accord avec Martial sur le fait que c'est pas un mouvement idéologique, les Gilets jaunes. Pour moi, c'est un mouvement qui est réaliste à la base. Oui. C'est des gens qui constatent le réel et qui sont confrontés au réel et qui veulent améliorer le réel, en fait. C'est pas une idéologie, c'est pas on pense qu'il y a un suprémacisme ou il y a une idée. Enfin, ça découle pas d'une idée, ça découle d'une observation du réel. Peut-être que je vais quand même un tout petit peu nuancer ce que tu dis sur le fait que c'est un mouvement intellectuel pour le moment, l'alt-right dans la France. Je pense que c'est un problème de temporalité, c'est pas un problème de structure, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore au moment où cet intellectualisme a pu diffuser dans la population de manière massive. Ça commence un petit peu, des gens comme par exemple Raptor Dissident, comme Papacito, comme toute cette mouvance de youtubeurs qui font quand même des gros scores d'audience, commence un peu à diffuser de manière large. Mais pour le moment, on a des intellectuels tout en haut qui pensent de leur côté, et on les a depuis assez longtemps. Je veux dire, il suffit de relire le camp dessin de Raspail, par exemple. C'est relativement ancien, c'est pas nouveau. Et on a par contre pas vraiment de diffuseurs, parce que les médias mainstream sont tous gauchisés et sont tous tenus par l'État, et il nous faut passer par l'étape média alternatif. Et je pense que ce média alternatif est toujours en construction en France. Il n'est pas encore aussi imposé qu'il l'est aux États-Unis. Et donc, peut-être dans 5 ou 10 ans, on va avoir une explosion de l'alt-right en France, mais on ne l'a pas encore. Ouais. Alors, juste un petit mot pour compléter sur ce que tu dis. Peut-être que c'est là le rapport entre les Gilets jaunes et l'alt-right, parce que tu disais que c'est un mouvement qui part du réel. Il y a quelques années, je me suis infligé, je vous en ai déjà parlé, l'idéologie française de BHL. Oh là. Et BHL nous explique quand même que
tout mouvement philosophique qui refuse le pur intellectualisme et qui considère que, par exemple, la morale de Kant, c'est un couteau sans lame auquel il manque le manche. C'est-à-dire que les beaux systèmes philosophiques, ça ne sert à rien si ça ne revient pas au réel, à un moment donné. Et bien, tous ces mouvements-là, c'est ça qui fait le terreau du fascisme. Et peut-être que c'est là le lien, c'est-à-dire que une certaine élite française pense que le fascisme, c'est ça. Pense que le fascisme, donc l'extrême droite, quoi, c'est de partir du réel et d'y retourner. Et je pense que le lien pourrait être là. Le principe du réel. Voilà. L'éternel retour du concret, quoi. Sur l'idée mouvement gilet jaune, est-ce un mouvement alt-right ou n'est-ce pas un mouvement... Je pense à peu près comme vous, hein, c'est pas un mouvement de l'alt-right. En revanche, je crois que l'alt-right a fait sauter un certain nombre de tabous depuis quelques années, et qu'on entend aujourd'hui dans le débat public des questions qui n'auraient jamais passé la barrière du débat public si elles n'avaient pas été agitées par l'alt-right. Je pense à l'immigration, je pense à une certaine critique du féminisme aussi. On va peut-être y revenir quand on va parler du débat Rochdy-Fiona Schmidt. Donc l'alt-right joue son rôle d'influenceur auprès d'énormément de gens, et beaucoup plus qu'on ne le croit. D'ailleurs... Est-ce que vous voulez qu'on fasse la transition vers le dernier thème qu'on avait ? Allons-y. Alors, qui veut présenter la chose ? J'y vais. Vas-y. Il y a eu un débat sur RT. Le thème du débat était « Les hommes sont-ils fâchés avec le féminisme ?» Donc d'abord, je félicite RT d'organiser ce genre de débat, parce qu'on le verrait peut-être pas sur d'autres chaînes. Et les gens qui ont été invités, c'est donc Julien Rochdy et Fiona Schmidt, qui a écrit un livre qui s'appelle L'amour après MeToo. Voilà. Donc qui prend la parole, qui se présente comme féministe. Et le débat a tourné en humiliation publique, pour Fiona Schmidt, il faut bien le dire. Donc si quelqu'un veut prendre la parole... Moi j'ai une petite chronique là-dessus, je peux peut-être... Allez, commence. Allez, vas-y. Parce que, en fait, contrairement à vous, messieurs, moi j'en ai déjà parlé de ce fameux débat, parce que j'ai analysé sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo, pour lire et partager avec mes auditeurs la réponse qu'elle avait mise sur son blog à ce débat, dans lequel elle insulte RT, et elle considère que RT l'a traîné dans un bain de merde public. Voilà, donc je pourrais m'attarder dans le détail sur la misère intellectuelle de ces articles d'une manière générale et du débat en question, dont j'ai là longuement parlé. Je pourrais donc reparler de l'œuvre de Fiona Schmidt, mais j'ai plutôt envie de me parler de son moule, du modèle qu'elle incarne. Fiona Schmidt, il faut le savoir, est une journaliste de formation. Elle est passée par le sérail journalistique de la parfaite pétasse contemporaine, écrivant des billets aussi superficiels que politiquement corrects pour Biba, Grazia, Cosmopolitan, etc. Elle fait de la com pour plusieurs marques de fringues et a décidé depuis peu de s'atteler à l'écriture, enfin l'écriture de ce genre de bouquin à 20 balles avec une couverture rose pastel et un titre en gros tout en majuscule, le genre qu'on offre à une collègue de bureau par manque d'idées et qui finit invariablement sur un marché aux puces bradé pour 1 €. Alors quel est le moule de Fiona Schmidt ? Eh bien, en fait, vous le connaissez, c'est la larbine de service, la petite jeunette dans sa vingtaine, pas franchement belle mais pas trop mal non plus, qui va savoir représenter le modèle de la femme forte et indépendante pour une dizaine d'années, avant que les ridules puis les rides viennent affecter le derme éphémère, avant que la peau ne s'affaisse, avant que les tatouages ne commencent à prendre une teinte verdâtre qu'ils ne quitteront plus vraiment. Une dizaine d'années pendant laquelle la pintade sera endoctrinée, farcie, entraînée à apprendre et recracher le dernier anglicisme à la mode pour servir les intérêts des autres, une dizaine d'années qu'elle passera à diffuser le venin froid de la tambouille féministe, à gueuler sur les plateaux télé qu'on ne parle pas assez des femmes, à redire 100 fois qu'on doit parler du vagin, à manifester une fois par mois pour une cause ou une autre, à partager tous les posts sur la body positivité, le slut-shaming, le manspreading ou autres fadaises du moment, bref une dizaine d'années de tapin où elle arrivera, ironie suprême, à se convaincre qu'elle œuvre là à la libération de la femme. Des pintades de ce genre, vous en connaissez d'autres, Marion Séclin pour ne pas la citer, Titiou Lecoq qui a récemment fait parler d'elle, et plus
plus généralement tout le staff d'un magazine comme Mademoiselle.com, Cosmopolitan ou équivalent. Ce sont les mêmes, des porte-paroles en carton, des mannequins qu'on habille avec la dernière pensée du moment, qu'elles arborent fièrement avant qu'on les envoie au casse-pipe pour date limite de consommation dépassée. Fiona Schmidt est périssable, presque déjà périmée d'ailleurs, puisqu'au milieu de sa trentaine, et on sait tous quel destin l'attend. Son destin, c'est de parler en termes de plus en plus crus et agressifs de sa vulve, de se lamenter de manière toujours plus larmoyante, de ne pas trouver son prince charmant, tout en subtilité dont seul le féminisme peut rendre raison, gueulant qu'elle ne cherche personne et qu'elle est très bien toute seule. Et puis un jour, dans 5 ans ou 10 ans, en fonction de sa vitesse de décomposition, prendre la tête d'une organisation quelconque, vieille gloire défraîchie, qui encadrera les plus jeunes dans leur boulot de promotion de l'idéologie féministe. Je me rends compte que je viens de filer la métaphore de la prostituée qui commence dans la rue avant de s'officialiser et d'avoir pignon sur rue et fatalement d'être promue au rang de mère maquerelle. Que Fiona Schmidt décide de se vendre pour obtenir un peu d'attention, quelques compliments niais et des paillettes girly, c'est son droit le plus absolu. Qu'elle veuille, par paresse intellectuelle ultime, écrire non pas pour apporter une idée originale et créative, mais pour ressasser des inepties dont seuls les féministes ont le secret, c'est aussi son droit. Sauf que faire de Fiona Schmidt son modèle, c'est aussi encourager toute femme à l'imiter, encourager toute femme à se tatouer pour lui ressembler, à se poudrer pour devenir un être ouvertement factice, à vivre de tristes histoires de cul qu'on fantasmera en histoires d'amour, bref, à grossir les rangs déjà grouillants des pétasses maniérées et peinturlurées qui portent la parole du féminisme 3.0 avant d'être à leur tour jetés dans les bras de la solitude et de la misère anxiolytique des Françaises quinquagénaires. Alors, d'abord, bravo pour ta chronique. Tu nous as... Bon, t'as assassiné Fiona Schmidt plus qu'elle ne s'est déjà fait assassiner. Hein, bon, Alors, moi, Alors, j'ai regardé le débat. C'était vraiment ultra malaisant. J'ai réussi à regarder une demi-heure et puis j'ai coupé. Donc, Fiona Schmidt, elle est invitée dans une émission pour parler de certaines résistances modernes au féminisme. Elle est contre Julien Rochdy. Donc, elle s'attend quand même à aller dans un débat. Donc elle aurait dû avoir certains arguments et le contradicteur qu'on lui a mis en face d'elle, Julien Rochdy, c'est pas du tout un anti-féministe rabique, hein. Pas du tout. En termes de degré de la critique du féminisme, lui il dit oui, peut-être que dans le néo-féminisme il y a peut-être des choses qui vont un peu trop loin, mais il est pour l'égalité homme-femme. Il n'a pas contesté le droit de vote. Hein. Il est pour la libération sexuelle, il est pour le droit de vote. Je veux dire, mais si ça avait été moi en face de Fiona Schmidt, je l'aurais expliqué ma vision de la charia blanche, elle aurait fait une crise d'épilepsie, quoi. Alors, moi je trouve, Moss, que tu as été très méchant avec cette pauvre dame. D'abord parce qu'il n'était pas nécessaire de l'assassiner, hein. Elle s'est suicidée toute seule. Parce qu'effectivement, comme disait Ralph, elle est allée dans un débat sans préparer. Moi, je soupçonne qu'elle n'était pas tout à fait sobre non plus. Xanax. Ou si elle était sobre et qu'elle n'était pas là-dessus, c'est d'autant plus inquiétant. Moi, il y a un petit truc qui m'a amusé, c'est que... bon, alors on a tous lu son article de blog, ensuite, absolument ridicule. Mais par contre... Les copines qui ont parlé d'elle l'ont souvent fait sur l'air de « une journaliste se fait malmener par un ex-FN ». Parce qu'effectivement, Rochdy ayant été au FN il y a longtemps, c'est une tâche indélébile. Et alors... Rochdy la marque de Caen. Voilà. Rochdy a été extraordinairement courtois. Ah oui, il était gentil comme tout. Poli, il a déroulé ses arguments de la manière la plus calme et la plus sympa qui soit. Et c'est elle qui s'est mise dans un état, elle s'est mise dans un état second toute seule. Mais disons que moi, ce qui m'a amusé, c'est de la parer du terme de journaliste. Alors, si journaliste, c'est c'est écrire des trucs et être payé pour ça, je le suis aussi. Rochdy l'est aussi. Il est même patron de presse, hein, puisqu'il tient école major dans lequel j'écris pour lui. Donc, voilà. Donc, c'est même un grand patron de presse, hein, puisqu'il peut avoir un auteur de mon talent. Donc, c'est... Voilà, à quoi ça sert de l'appeler journaliste, sinon pour essayer de faire croire que ce qui lui est arrivé est comparable à quelque égard que ce soit avec les journalistes abattus ou muselés par les Saoudiens, par exemple, quoi.
Donc voilà, un truc absolument risible. On y reviendra après, mais j'aurai, pour ma part, concernant ces problématiques, 3 petites propositions concrètes à faire, mais ça, on y viendra en fin d'émission. Alain ? Alors ma réaction elle est un petit peu comme la vôtre. Déjà bravo à toi Moss pour le petit récapitulatif et le deuxième assassinat. Ensuite, moi je me suis farci le débat dans son intégralité. J'ai trouvé assez sobre. Oui. Je l'ai trouvé plutôt fade. Ah oui, très très fade. Rushdie a déroulé quelques arguments. Je l'ai trouvé non pas remarquable pour les arguments développés, mais pour son attitude de self-control quand même, et de courtoisie et de calme. J'ai vraiment pas eu l'impression qu'il l'agressait, mais vraiment pas. Et alors quand j'ai lu le débrief qu'elle en faisait ensuite, je me suis dit mais dans quel monde elle vit et dans quel monde je vis, parce que pour moi une agression c'est ce que je vois depuis 3 samedis à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Là j'ai quand même le sentiment qu'on a une journaliste entre guillemets qui a l'habitude des conversations autour du thé entre copines devant les écrans télé, où on se balance quelques arguments rigolos pour dire ah on n'est pas tout à fait d'accord sur le 15e point alinéa 13, mais finalement bon voilà, on discute dans l'entre-soi et sans contestation possible, on est d'accord sur la plateforme programmatique proposée par Caroline de Haas. Et puis voilà, alors là effectivement on me met en face de moi Julien Rochdy qui m'agresse non pas par son attitude mais par les idées qui ne sont pas les miennes et qui sont finalement opposées face à moi. Voilà, donc j'ai eu le sentiment qu'on avait une gamine un peu gâtée qu'on a osé contredire et qui voilà, en fait c'est une gamine quoi, une gamine qui effectivement était sous Xanax ou sous cocaïne, plutôt sous Xanax, je suis assez d'accord avec vous d'ailleurs, et qu'on a contredit et donc qui est allé bouder et qui est allé faire du caca boudin sur son blog. Voilà, parce qu'en fait cette femme n'a jamais été confrontée à la contradiction de toute sa vie. Elle a vécu dans un safe space. Et on lui met le contradicteur, mais alors vraiment mais je répète, mais vraiment le contradicteur le plus soft qui soit. Hein. Oui. Elle était en PLS en 5 secondes quoi. Elle en tremblait. Sa bouche tremblait. Moi, ce que j'ai trouvé le plus drôle dans ce débat, c'est vers la fin, quand on lui a demandé ce que c'était la bonne définition d'un homme féministe, et où elle se contorsionne dans une sorte de... Je sais pas si vous avez vu ce passage où elle fait « Ah non, un homme qui est pas comme lui ah !» Et c'est douloureux à regarder. C'est ça. Ah, moi, franchement, c'est pour ça que j'ai pas envie de taper plus sur elle. Parce que... non, mais quelque part, j'ai de la peine, parce que le féminisme, c'est quand même censé être son sujet de prédilection, son sujet d'étude. En fait, elle sait même pas ce que c'est. Elle est incapable d'en parler, elle est incapable de le défendre, elle est incapable d'avoir une idée intéressante. Et en fait, c'est tragique, quoi. C'est la femme postmoderne dans toute sa tragédie, quoi. Vas-y, Alain. Et juste pour parler de RT, parce que moi j'ai très peu regardé les émissions de RT. Alors moi j'en avais une image véhiculée par les médias, chaîne poutinienne. Alors je m'attendais à voir des Russes bodybuildés, entourant le plateau. Et là je vois une sorte de type avec des épaules de serpent, qui a une voix fluette, une sorte d'homme vaginisé, parce que homme vagin ça va pas encore pour lui, faut vraiment et qui est prêt à toutes les contorsions pour coucher soit avec Fiona soit avec ses copines, mais en tout cas vraiment qui lui sert un truc où il lui dit que oh bon écoutez, de toute façon moi j'ai pas d'identité, je peux être une femme un jour, un homme un autre, un enfant, un vieillard le lendemain, perdre 20 ans sur mon état civil s'il le faut. Enfin le type qui d'ailleurs déclarer son droit, en tout cas proclamer son droit, ne pas avoir d'identité ou d'en avoir plusieurs en fonction des horaires, des heures de la journée ou des jours de la semaine. Donc j'ai quand même trouvé ça édifiant de la part de Arte. J'en avais une autre image. Et puis bon, j'ai pas eu le sentiment qu'il y avait une collaboration intense de type gestapiste entre les animateurs et Rochdy, qu'il y avait une espèce de connivence antiféministe. Non mais attends, on est quand même dans...
on était quand même dans le sommet de la part de cette Fiona Schmidt, de sommet de la paranoïa quand même. Hein, si RT veut refaire un débat sur le féminisme, qu'il nous invite nous. Non, mais ce sera beaucoup plus marrant. Je pense en fait que RT a été déçu. Parce que je pense que RT voulait un débat où ça fight un petit peu, où ça, voilà. Ouais. Et il comptait sur Fiona pour ça. Et non, pas du tout. Ouais, quand Fiona a fait son débriefing, elle nous a fait un peu l'histoire du viol, de la zone grise du viol. Elle nous a repris la thématique de la zone grise du viol. Elle voulait venir, mais elle voulait pas vraiment venir. Elle a dit oui parce que une femme ça doit dire oui. Elle s'est retrouvée dans un piège où elle a été malmenée. Enfin voilà. Hamster. Moi j'ai lu le débrief avant de voir l'émission. Je m'attendais à voir un pugilat, un truc. Je m'attendais à voir un truc fou quoi. Et en fait, j'ai juste vu quelqu'un s'effondrer. C'est sa seule responsabilité quoi. C'est pas la faute des animateurs, c'est pas la faute de Rochdy. Ça n'est que de sa faute. Le hamster. Ouais. Hamster. Si vous voulez, moi j'ai réfléchi à des façons de pouvoir aider ces pauvres personnes qui nous parlent d'égalité et qui n'arrivent pas à développer leurs arguments. Alors j'ai quelques petits trucs à vous proposer pour arriver à une égalité réelle. Et je pense que nous pouvons faire une proposition de service au ministère de l'égalité homme-femme, mais également au ministère de l'égalité en général. Alors la première proposition de service, c'est concernant les accidents du travail en France. Il y a 524 personnes qui meurent en France tous les ans d'un accident de travail. Sur ces 524 personnes, il y a 494 hommes et 30 femmes. Donc on a un déficit inégalitaire de 464 décès. Donc ce que je vous propose, c'est que le ministère de l'égalité embauche l'un de nous. Ralph, je te sens bien pour ça. Donc il faudrait de l'inspection surprise dans un certain nombre d'entreprises. En fait, on tire au sort 464 femmes par an. Entre 18 et 65 ans, on se pointe à leur boulot et on les exécute sommairement. Et alors, l'exécution peut se faire par les moyens à ta convenance, mais normalement il faut quand même que ça implique plutôt des engins de chantier, de matériel lourd, des produits chimiques, tout ça. Oui. Voilà. Et il faut être égalitaire jusqu'au bout. L'égalité c'est une voilà. passion. Il faut être égalitaire. Alors, je te propose, Ralph, de commencer par le groupe EGAE. Voilà. Il y a des choses à... Voilà. Ouais, je pense que je commencerai par le groupe EGAE. Ça veut dire d'égal voilà. à égal. Alors, une fois que cette première mesure est mise en place avec succès, on passe à la phase 2. La phase 2, c'est de pousser un peu plus loin, parce qu'il n'y a pas que les morts en accident du travail, il faut aussi prendre en compte les blessures, les amputations, les handicaps acquis au travail, et là encore, on est très très loin de la parité. Quel scandale. Voilà, scandale. Donc je pense que le ministère devrait agir en ce sens. Alors l'autre point sur lequel on peut agir, c'est bien entendu les suicides. 10 000 suicides par an en France, 7 500 hommes dans le lot. Donc il faut mettre en place une cellule spéciale, et là je te sens mieux toi Amos pour diriger ça. Donc une cellule spéciale avec des spécialistes, psychologues, communicants, psychothérapeutes, publicitaires, pharmacologues, tout ça afin de pousser environ donc 5 000 femmes par an au suicide. Et ça serait censé être moi. je suis. Mais moi, je pense que tu ferais ça à merveille. C'est du suicide à la soviétique ou c'est du suicide réel? Non. C'est-à-dire, c'est du suicide de 2 balles dans le dos? Non. Là, il s'agit de pousser réellement au suicide, c'est-à-dire de prendre les mesures nécessaires pour pourrir leur vie au maximum. Alors, bien entendu, il faut une attention toute particulière, et le ministère y sera sensible, je pense, sur l'aliénation parentale, mais il y a d'autres pistes. On peut parler d'accusations mensongères, de pression financière, on peut donner la possibilité à n'importe quel ex-conjoint de leur réclamer du fric sans raison, même très longtemps après la relation. On peut donner la possibilité aux conjoints de leur imposer une maternité non désirée, ou au contraire de les forcer à avorter. On peut judiciariser l'expression de leur désir, on peut les obliger à payer pour avoir accès à l'autre sexe. En tout cas, les pistes sont très nombreuses, et je suis certain que les équipes seront très créatives. Tu sais, Martial, je crois que tu vas chercher un peu trop loin. Il suffit d'augmenter un peu la charge mentale, et je pense que les choses sont tout à fait. On leur supprime la machine à laver, il y a 40 000 soucis. Et le troisième point sur lequel j'aimerais venir, c'est qu'il y a des communautés opprimées dont on ne parle jamais.
Et personnellement, j'ai décidé de m'identifier à l'une d'entre elles. Alors, ceux qui écoutent Autodafé savent déjà que je m'identifie comme femme. Je vous annonce que désormais, je m'identifie également comme gaucher. Car on ne parle jamais des gauchers. Ah, je vois que Ralph est gaucher. Voilà. Eh bien, sache, Ralph, que tu appartiens à une communauté opprimée. Il y a des centaines de millions de gauchers qui sont opprimés dans le monde. Alors, les deux pays champions pour ça, c'est le Togo et le Pakistan. Donc ce sont des phares de la pensée, de la philosophie et de la tolérance. Alors, je voulais faire un bon mot à ce sujet-là, mais hélas, pour moi, mon jeu de mots est tombé à l'eau, puisque j'ai vérifié, non, le taux d'alphabétisation dans ces pays est supérieur à la température rectale moyenne. Pas 2 fois supérieur, hein, mais quand même légèrement supérieur. Donc, dans ces pays, on considère les gauchers comme des anormaux, des fils du diable, des maudits. On les bastonne, on les relègue les galères de la société, parfois même on les tue. T'es roux, voilà. T'es roux aussi. T'as pas besoin de t'identifier comme gaucher, c'est déjà roux. Et donc, je pense qu'il est urgent de monter un mouvement sénestriste, destiné à protéger les gauchers. Mouvement dont tu pourrais prendre la tête. Hein. Alors, on pourrait croire, enfin un individu du naïf pourrait croire que ce qu'on pourrait faire, ce serait manifester devant les ambassades des pays concernés, ou appeler à boycotter leurs produits. Mais non, ça, ce sont des pratiques xénophobes. Un sénestriste conscient de ce qu'il faut faire doit procéder comme les féministes contemporaines, à savoir, 1. On agit là où on est, en France, où les gauchers croient ne rencontrer aucun problème. Mais notre mission va être de les convaincre que si, ils sont bel et bien opprimés par le grand méchant d'extriarcat. Dans le métro, on doit passer son ticket sur la droite. Voilà. Et moi, je range mon passe Navigo sur la gauche. Ça m'oblige à faire un mouvement. Bah, ça c'est ça. C'est ça. Même la conduite, Ralph, la conduite, évidemment. Tu conduis, tu passes tes vitesses avec la main droite. Oui. On pense à ça ? Eh ben non. Autre chose, combien est-ce qu'on a de députés gauchers ? Combien est-ce qu'on a de juges gauchers, d'enseignants gauchers ? Combien est-ce qu'on a d'auteurs gauchers qui reçoivent le Goncourt ? On ne sait pas. Et la parité au niveau des ministres, voilà, c'est ça. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas de statistiques dessus. Et ça, c'est louche. On est invisibilisé. Exactement. Donc, je pense qu'il faut commencer par des grandes campagnes médiatiques, soutenues et payées par l'État, pour faire connaître les difficultés des gauchers. Ensuite, on crée des entreprises de formation et de conseil, et on propose au pouvoir public, sous la menace de les traiter de sénestrophobes, des formations pour les fonctionnaires, pour les sensibiliser aux problèmes des gauchers. Alors je pense que le mieux, c'est de faire comme Egaé, dont on parlait. D'abord, on se fait payer pour rédiger un devis, et ensuite, on propose des formations idoines. Quitte à les inventer. Comme ça, au doigt mouillé, je dirais que pour sensibiliser un prof aux problématiques des élèves gauchers, ça coûterait minimum 1 200 € par prof. 4000 payable d'avance, parce qu'on a des frais. Et donc, dès qu'on... On mange pas dans des restos de merde. Alors, bien entendu, au passage, ce qui est important, c'est de ne surtout rien faire en faveur de réel, en faveur des gauchers qui, dans le monde, rencontrent de vrais problèmes. Parce que si on dénonçait les pratiques folkloriques, du Togo, du Pakistan ou autre, on passerait, y compris à nos propres yeux, pour de méchants racistes. Donc, ce que je propose, c'est qu'on continue à taper sur les droitiers bien de chez nous, ces salauds qui nous ont rien fait, qui nous accueillent comme des êtres humains à part entière et nous protègent, mais eux, au moins, ils risquent pas de nous coller une bonne droite, au sens propre comme figuré. Et surtout, eux, ils sont tellement bien élevés que quand on leur dit qu'ils sont persécuteurs, ils se mettent immédiatement au garde à vous et la main sur le chéquier. Donc voilà, Ralph, je pense que tu as une belle carrière qui t'attend. Je prendrai 10%, pas plus. En plus, Voilà. Mais messieurs, je crois que c'était une très belle émission. Oui. On remercie. Peut-être Alain avait quelque chose à dire sur la gauchophobie. Sénestrophobie. Je retiendrai. J'aime beaucoup les expressions, les néologismes. Mais je retiendrai. C'est l'expression brillante de dextriarcat. Ça m'a bien fait rire. Et je tenais à vous remercier, vous trois, pour votre invitation. Ça m'a fait bien plaisir parce que je suis vos blogs et vos comptes YouTube depuis un certain temps. Donc je suis content de papoter avec vous ce soir. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Tout plaisir pour nous. Plaisir partagé. On se retrouve la semaine prochaine pour un Autodafé qui sera un peu spécial puisqu'il sera consacré au conseil de lecture
pour acheter des livres pour Noël. N'achetez pas des merdes made in China, achetez des livres. Et donc on va dire du bien de certains livres. Et on va oui, voilà, des parler, bons livres. On va parler de bons livres. On s'est fait une petite pause parce que c'est dur psychologiquement pour nous. Parce que Ralph a les yeux qui saignent à force de lire les œuvres du monologue du vagin. Ah ouais, ça m'a plombé pour un moment. Messieurs, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci Alain. Ciao. Ciao. Bonsoir. Ciao.